d'accord. بالنسبة للجامعة الجاية دونك نعاودو نرجعو نقراو نورمال معناها اون بريزونسيال جوسكا نوفيل اوردر تاع جو تيان او كورون ابريوري الجامعة الجاية واللي بعد واللي بعدها نورمال السنة الجامعة الجاية واللي بعدها جاية واللي Ok, بعدها ان شاء الله لاباس. ميرسي. Donc, on va refaire le contenu du TP100 assez rapidement. Donc, on vous demande de récupérer les fichiers client echo.c, serveur echo.c. Bon, je ne vais pas me contenter de récupérer, elle est déjà là, mais je vais expliquer. Et il n'y a pas grand-chose à expliquer si vous avez compris maintenant le contenu du TCP, d'accord? Donc, on déclare notre socket FD. On va préparer l'adresse du serveur, la longueur de l'adresse du serveur, le buffer d'envoi et de réception possiblement. Le numéro de port, je vais le variable, short. C'est les hauts en longueur de message à envoyer. Et là, je vais commencer à faire du contrôle d'erreur. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le code des sockets. Juste un programme, d'accord? Je vérifie si le nombre de paramètres il est strictement inférieur à 4. Au moins, les 4 paramètres. Le nom du programme, adresse IP et numéro de port, au moins un message. D'accord? Voilà. Donc, juste après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer l'adresse du serveur من l'arc V1, numéro de port باش نحطه في السيرفر port من l'arc V2 بعد ما نعديه للتوي. Et normalement, on va commencer la programmation avec les sockets. Donc, pour les sockets qui marient en mode connecté, on va créer un socket, mais cette fois-ci avec le Ifinet et le socket diagramme pour le mode UDP, pour le mode non connecté. Là, de 0 à le fétiche ne va pas changer, du moins pour nos ateliers. Contrôle d'erreur, sinon on passe. Juste après, donc, il y a un petit message. L'utilisateur à la CSN, le socket il a créé avec succès. Par la suite, je vais récupérer donc l'adresse IP à travers le get host by name اللي لقيناها قبل, d'accord. كان ما t'as pas récupéré la moindre chose باش تلقى nul اللي هناك وقتك كالعادة contrôle d'erreur, message d'erreur et arrête l'exécution. Sinon تمشي ل HADDR type, tu récupères tout simplement le scene family, تمشي لل HADDR list de 0 باش récupérer une adresse IP parmi l'ensemble des adresses IP relatives à domaine avec, d'accord. Et tu les places sur le SADDR, SIN-ADDR.SADDR ou بعد SIN باش تحطو في SIN family, voilà. SIN port, pardon, c'est ce que je raconte. Okay. Donc juste après, on va faire en sorte que on initialise donc notre buffer à 0. Ou des déchets, des débris de quelques octets d'autres programmes. Par la suite, je vais faire en sorte que je construis le contenu au fait de buffer. Vu que le premier argument relatif donc, aux messages qui vont être envoyés, le quatrième argument anti-tala, donc on va commencer avec le 4 droit. Et on va parcourir l'arc V. وكل مرة نبدأ نحط في وسط كل البفر مع نقولوا لي chaînes de caractères. نجمو نخدمو بالسبرينتيف كيما عملت أنا كنت تذكروا في quelques exemples قبل, ولا تنجم تعمل بالstr4 pour concaténer une chaîne de caractères à une autre chaîne de caractères. D'accord? Voilà. Donc, après le fort, donc on aura donc notre message construit في البفر ما عليه إلا tout simplement نبعثه. Et là, on va l'envoyer. نعملو سانتو كي les paramètres نتاع سانتو دايرينهم مع بعضنا. sockfd buffer strlen de buffer عندك 0 ل 1 اللي هو كلي flag je sais pas quoi. L'adresse et sa longueur. D'accord.
Et le count, donc, il va désigner le nombre d'octets qui ont été envoyés. Qui est strictement supérieur à 0, c'est bon. Quand il est égal à strlen de buffer, tout a été envoyé. Quand on a des problèmes, possiblement, je traduis avec une valeur différente de strlen de buffer. Et là, on peut afficher le message d'erreur. D'accord? Est-ce que c'est clair pour ce code-là? Donc, rien n'a changé par rapport à ce que nous avons vu ensemble. بدينا من الاول بالسوكيت حضرنا l'adresse نتاع السيرفر مرة هذه راه فما كونيكت je ne sais pas quoi ce que nous avons fait directement c'est Saint-Tout, d'accord? C'est bon jusque là? تسمعوا فيه يا جماعة ودي علاش كونيكسيون قص dois savoir un petit signe un petit coucou. نسمع فيك مسيو. Ok, voilà. Ouais. On enchaîne avec le code du serveur. Pas très différent en fait du code du client. Un contrôle par rapport à ArcC. En bas, qu'est-ce que je vais faire? Je prépare mon socket. Je m'attache sur une adresse sur laquelle je vais travailler. Pour cela, il faudra créer un struct socket DDR in à cet effet. D'accord? أعمل server DDR.c family inet .c DDR.cddr h2n DDR ini et .c import soit donc h2ns de server port. Si tout va bien et que je me suis attaché, là, je peux tout simplement recevoir des données. D'accord? Donc, نعمل bind MTI كيما اللي نقبل في السيرفر مود connecté. Donc, je peux m'attacher على واحدة ونعمل listen عليها. D'accord? Donc, نفس السyntaxe هنا بالنسبة للbind. Bind sockfd, l'adresse sur laquelle on va s'attacher et la longueur. Si ça est inférieur à 0, erreur et on arrête l'exécution. Sinon, نحضر الأرضية باش نعمل le recv from هذا. Je réinitialise le buffer à 0 et je fais le recv from qui va accepter presque les mêmes paramètres que le Saint-Tout. sockfd, buffer, longueur, c'est appelé ça le محل je pense que 0, struct socketDDR, adresse client, là je vais récupérer l'adresse du client au niveau du serveur et sa longueur. Et juste après, je vais faire en sorte de traiter le nombre d'octets de retour, sinon je peux passer directement en FCHTB. Voilà ce que j'ai reçu et au diable. D'accord, pas de souci là-dessus. Juste après, donc on va arrêter l'exécution, on ferme le descripteur de fichier du socket et on fait un return 0. Voilà bien sûr l'affichage du message reçu avec succès. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est votre code. Un client qui va récupérer les données, il va les envoyer vers le serveur. Le serveur il va recevoir les données et par la suite, il va les afficher. كما عملنا بالضبط في المود connecté في TCP. On a une communication unidirectionnelle. D'accord? Voilà. Donc, en ce qui concerne la première partie, on vous demande de compiler les deux via GCC et exécuter la commande via le serveur, pardon, via la commande .serveur, serveur echo machin. Ok? Donc, on va le faire. L'idée de base, je suis au bon endroit, donc je me suis placé. Là, on dit le client echo.c, serveur echo.c. Je compile. Client echo.c, moins haut, client. Même chose pour le serveur, serveur echo.c, moins haut, serveur. Voilà. Donc, je vais lancer le serveur cette fois-ci. Donc, .slash serveur sur le port 5000. Ah, d'accord. Et selon le nom, on demande de lancer cette fois-ci le client. Voilà. Donc, lancer le client via la suivante. Slash client echo, .c, c'est une erreur. Comment l'adresse, c'est l'adresse IP. Donc, on ne peut pas la placer نحط واش هكاك entre toutes lettres, bien sûr. Et bah, ça, c'est le port sur lequel travaille le serveur et l'ensemble des trucs que je vais envoyer vers le serveur. Ok. On lance.
je fais un petit zoom parce que là, c'est pas visible du tout. Alors, ok, donc je fais un point slash client. Là, dans le point 1, le numéro de port, c'est ça, examine sur notre serveur, c'est cassé. D'accord? En gros, c'est ça. Donc, c'est l'idée qui est derrière fait ce genre de programme et ce genre de serveur. Une petite requête, il la traite et bye bye. Ah. À la suite, on vous demande de lancer le client sans le serveur. Si on va lancer le client sans le serveur, comme on l'a vu pour certains groupes, je relance. Ils sont contre fiche, absolument. Il va envoyer, il se casse. Il ne va pas se bloquer comme dans le mode connecté, d'accord? Là, ce que nous avons fait maintenant, c'est perdre ce message, vu que le serveur, donc, il n'était pas en cours d'exécution. C'est ce qui s'est passé. On a perdu ce message dans le réseau. D'accord? Donc, que remarquez-vous? Bien sûr, rien ne s'est passé. On a envoyé donc sans réception et on n'a pas traité le message. Cinquième question. On vous demande de lancer le serveur à 2 reprises en doublant la commande de 2 et en mettant entre les deux commandes et commercial. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. On revient là où se trouve en fait, le serveur. Un petit zoom supplémentaire, ça fait pas de mal. Donc, je mets // serveur par 5000 et // serveur, même port. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le premier, il n'a pas de problème. Il s'est attaché au socket et à l'adresse. Et pour le second, bah, on a un problème. Le bind, donc, il te dit qu'il y a tout simplement une utilisation de l'adresse. Vu qu'on est en train d'accéder à partir de deux process distincts sur le même numéro de port, le fait qu'ils se partagent un programme exécutable ne veut pas dire qu'ils font que c'est le même process. D'accord? Donc, ces deux-là sont deux process distincts et ils veulent accéder au même numéro de port. C'est interdit par le système. Il va bloquer le second, le troisième, le quatrième et ainsi de suite. Vu que pour l'instant, le port 5000 il est réquisitionné par le serveur. Personne ne va le toucher à part lui. D'accord? Bah. Donc, comment on va faire en sorte de... Monsieur, Oui. باش يخي في المود تي سي بي اسكو يقبلها معناها كي يبدا زوز دخلت لهم نفس البور Non, c'est de kiff. C'est une contrainte, au fait, fait le couche 7. Niveau applicatif. Tu utilises un numéro de port bien particulier. On a le droit de le toucher. D'accord? T'as compris? C'est bon, Shaima? Voilà. Bon. Si un port il est libre, une دونك règle à appliquer quel que soit. في لي دو مود لازم نستعملوا واضح Voilà, il لي دو faudra مود لازم toujours نستعملوا vérifier que نفس les ports البور soient اللي انت disponibles quel que استعملته soit. ديجا قبل D'accord? Que ce soit en mode اون connecté, non connecté, ils sont contre-fiches. Ça, c'est le standard. D'accord? Oui, مسيو اللي انا ما مشيتش على خاطر عندهم نفس البار oui, 5. justement. نجربوها كان تحب انت على بور اخر. D'accord? باهي لما حالا نعمل كنترول سي. D'accord? حتى نعملو هكا. نزيد واحد. شقاو. هاك واحد من الزوز. عليه تقريبا فما واحد منهم مازالوا ناري بلان دقيقة. نفس المشكلة اللي صارت لنا البارح تذكروا؟ اي كي عملنا كل كان جماعة البروسيس تحلهم ناري بلان. فهمت؟ تقريبا أنا منهم طلعت وهو كذلك. سي بون كلمة ناف وقتلو شو اسمه normalement sans PC ça 308 non
308, 815. Voilà, on vérifie. On ضيف. Ouais, فزاد كيف باش نعمل 5001 على خاطر possiblement. Ah, ça va. Voilà. Et je le lance. Voilà. Socket attaché avec succès, socket attaché avec succès. Les deux instances, ils ne peuvent pas se partager le même numéro de port. Mais si on résout ce conflit manuellement, là, on serait tranquille. Voilà. C'est bon? Et c'est bon, monsieur. Donc, j'arrête l'un d'entre eux, mais je pense que comme واحد مازال en arrière-plan غادي il bidouille un peu. 5000, je crois 5000. Ouais, justement. Comme Kilma 9 et 308, 827. Ok, là c'est bon. Bon. On vous demande d'afficher tout simplement la liste des ports réservés via la commande 4/etc/service. Bon. On pourra l'exécuter, c'est pas grave. etc/service. Voilà, ça c'est l'ensemble en fait, des ports qui sont utilisés par protocole, d'accord. Pour le TCP, par exemple, l'UDP, le 750, il est réquisitionné. Pour d'autres, parfois, c'est le TCP qui est condamné, le UDP il est dispo et inversement, d'accord. Voilà, donc ça dépend en fait de la distribution de Linux, de l'ensemble des services que vous êtes en train d'installer ou que vous avez installé déjà dans vos machines, d'accord. Ça, c'est l'ensemble des ports qui ne sont pas disponibles, mais c'est l'ensemble des ports qui sont utilisés. Il faudra éviter ces ports-là et là, vous serez tranquille. D'accord? Donc, un best practice, ça consiste à faire quoi? Prendre celui qui a la valeur la plus élevée et à le dépasser. Et là, on est tranquille. D'accord? Oui, Nour. نور مش قاعد نسمع فكرة. مسيو نور ديجا سهلت سؤال في المساج. والله إلا سمعتها باهي شنو السؤال ولا جاوبتش عليه أنا برزان. قالت لك سيتي الكوموند اللي نعرفوا بها لي سوكيت اون تران ديكزيكسيون. شنو هي لي سوكيت كي سون en cours d'exécution؟ باش نشوفوها tout de suite. Non, c'est les services et les process par défaut. Dès que tu lances ta machine, tu auras tout simplement en fait ces ports normalement qui sont condamnés par protocole, d'accord? Mais quels sont les sockets qui sont utilisés et ceux qui sont libres? Donc là, on pourra utiliser la commande qui suit juste après. D'accord? SS-U-A-P, SS-U-T-A-P, comme on l'a vu dans le TP précédent. Et là, on va voir donc les sockets qui sont utilisés en mode UDP, en mode TCP ou tout le monde, d'accord? Et il faut tout simplement juste les éviter, d'accord? Donc, c'est une commande à chaud qui va te montrer quels sont les ports qui sont utilisés actuellement. Je ne pas de démarrage de la machine, d'accord? C'est pas après le démarrage de la machine. Parce que lors de l'exécution de la machine, ça risque de changer. Par exemple, je lance un programme comme serveur qui utilise des sockets, etc. Là, ça risque de fluctuer, d'accord? Si tu veux avoir un état à jour concernant la disponibilité des sockets, tu passes par la commande SS, d'accord? Ou netstat. Bon, les deux, ils font l'affaire. Bon, est-ce que c'est clair? C'est bon? مسيو Oui. كي نختاروا لي بورت اللي باش نعملوا عليهم كونيكسيون فما رينج معين باش نختار منه معناها بين 5000 مثلا و 10000 ولا نختار اللي نحب Bon, n'importe quel port du moment que une, il est libre, deux, il ne dépasse pas la limite du système. Et la limite du système, elle peut changer d'une distribution à une autre. مثلا ريت في الأوبونتو في حد ذاته le nombre de ports تبدل من الفيرسيونات. Ça dépend de la version d'Ubuntu. Pour certaines versions anciennes, normalement, tu ne peux pas dépasser les 64 000. Pour d'autres versions qui étaient plus récentes, c'est 128. Là, on peut aller vers 512 000, je crois, ou 256 000. D'accord? واضح.
Bref, donc c'est un truc qui est assez spécifique au système d'exploitation, d'accord? Mais, indépendamment de la valeur maximale, le principe, il est le même. Si un port il est réquisitionné pour un protocole bien particulier, hop là, tu l'oublies, d'accord? Jusqu'à ce qu'il soit libéré. Voilà. 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 Donc, question 7. On vous demande d'afficher le port affecté via l'instruction suivante. Le port attaché au socket du client est pour sonder. D'accord? Client ADDR, consigne ADDR. Vu que cette structure-là, donc, elle n'est présente que dans un seul endroit, à savoir le serveur. Donc, il est tout à fait normal. On devrait le placer au niveau du serveur. D'accord? On va vers le code du serveur. Il est où? Voilà. Bon, une fois qu'il a fait le RECV from, donc on balance ça. Comme d'hab, les problèmes du copier-coller du PDF vers le texte et inversement, c'est assez commun. Voilà. Et pour avoir la certitude que ça va être affiché, on ajoute cette commande-là. On ne dit pas qu'est-ce qu'elle fait, c'est pas grave. Ok. Je recompile donc du coup le serveur. Je ne sais pas si j'ai sauvegardé, normalement, CTRL-S, on ne sait jamais. Et ben dis donc, j'ai écrit tas de commandes. Voilà. Donc, je relance le serveur. Une seule instance suffit cette fois-ci. Voilà. Donc, il attend. Je vais lancer le client pour voir donc qu'est-ce qu'il va en advenir. Voilà. Dites-toi que j'ai modifié la mauvaise instance. Ce qui est attaché. Bon, je vais pour être sûr. Ok. Serveur record, printer, Je vais afficher le truc. Ah voilà, c'est moi en fait qui commence à voir des choses. Le port associé au client c'est de 2251. Le port associé au socket du client c'est 2251. Voilà. Donc ça a marché, ça a été affiché. Ok, parfait. Donc on a terminé en fait cette question 7. On enchaîne avec la question 8. On vous demande d'afficher tous les sockets UDP qui sont utilisés à travers la commande ss-u-a-p. Ok, pour que ça donne de l'effet, donc là, il faudra aller vers... faudra lancer le serveur pour commencer, il ne faut pas qu'il ronfle. Et juste après, donc... là, ça va donner de l'effet. Voilà, ça c'est l'ensemble fait des sockets UDP relatifs au process utilisateur qui sont lancés. Donc, nous avons quoi? Nous avons celui-là avec le port 5000, voilà. Le PID de process, c'est celui-là. Et le nom du programme exécutable, c'est celui-là. D'accord? C'est bon? Donc, si on va refaire la même commande, mais cette fois-ci à la place du U, c'est le T. Donc là, ça va être en fait les sockets en mode connecté avec le TCP/IP, d'accord? Il n'y a pas grand-chose. Normalement, j'ai pas un serveur, j'ai juste une machine qui marche, donc il n'y aura pas en fait beaucoup de process, d'accord?
Voilà. Donc, ça, c'est la question 8. La question 9. On vous demande de rédiger deux codes C permettant de créer un client et un serveur en mode UDP. Le client, il va envoyer une chaîne au serveur et le serveur, il va inverser la chaîne et la renvoyer vers le client. D'accord? Donc, certains groupes, ils ont fait. Monsieur, Oui. بلا monsieur في الكاستيون 8 مش يظهر لك لي سوكيت ديجا كونكتي وكملوا معناها بعثوا الميساج نتاعهم وجاتهم ريبونس والا جست اللي تابعين السيرفر هذاك شنو لي سوكيت شنو لي On شكون لي revient là où سوكيت nous لي étions pour voir. Regarde. Bah, la seule. Là, tu peux tout simplement deviner la chose à travers une petite manip de rien du tout. Regarde. Donc, tu te rappelles le fait de celui-là. D'accord. امم Ça, c'est notre serveur. اي 500 Voilà. 500 Supposons que je vais le cracher. 5000 D'accord. Et je réexécute la commande. S'il va garder la trace du fait qu'il était en train d'écouter, donc il va m'afficher la même ligne. Ah, pardon, c'est pas la même commande. Voilà. Voilà, tu vois? Il est plus là. Donc, ce qu'il va t'afficher, c'est à l'instant T, quels sont les process qui sont en train d'écouter ou d'exploiter, par exemple, un port sur un protocole non connecté. Là, parce que là, j'ai spécifié tout simplement le mot U. D'accord? C'est bon? الموا او هي اللي نون UDP. كونكتي كيكا UDP. UDP. Oui. Moins U, اي moins UDP. Moins T, moins TCP. D'accord? واضح واضح. C'est bon? Voilà. Donc, on revient à la question 8. Donc là, on va changer le code. Donc, à la limite, on pourra redévelopper la chose, mais si on veut bien faire les choses rapidement, on pourra reposer sur le code que nous avons en main, le changer, afin que cette fois-ci, donc, on prend une chaîne de caractères, on la lit, d'accord, et on va l'envoyer directement vers le serveur, et il va l'inverser, il va renvoyer ça comme résultat, d'accord? Alors, comment on va faire? Il y a plusieurs façons de procéder. Une façon simple, c'est de récupérer la chaîne de caractères à partir de l'invite de commande, comme on l'a fait dans l'exemple de client echo.c. Ou bien vous faites un scanf et par la suite vous envoyez, d'accord? Bon, trop d'écriture me stress. Donc, on nettoie un peu. On revient vers le fichier. Ça, c'est pas ici. J'aimerais bien en fait que je change le code de la sorte que ça n'écrase pas ce contenu-là. D'accord. Donc, cp client echo.c client echo exercice en Q8.c. Voilà. LL. Je fais un gedit. Client echo Q8.c. Q8.c. Je lance celui-là. Je ferme ces deux-là. On n'en a plus besoin pour l'instant. Et je refais la même chose pour le serveur. D'accord. Serveur echo Q8.c. Voilà. Ça, c'est les deux fichiers. D'accord. Le client echo et le serveur echo pour la question 8. On nettoie un tout petit peu. Le code, les commentaires, parfois, ils sont utiles. Quand on exagère, ça devient lourd. Ok. Bon.
Ah là là, c'est moins gros. Moi. C'est une famille, SADDR, c'est bon, c'est import, machin. Blablabla. Bla, bla, bla. Bon, pour simplifier les choses, pour que je me casse pas trop la tête. Voilà, là on est bien. Je fais un syntou, je fais un printf, et juste après, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je vais faire un EuroCV. Ah, oui ou non? SockFD. Bon, idéalement, on devrait faire donc un même set cette fois-ci pour nettoyer un peu les choses, pour qu'on puisse recevoir proprement sur l'espace mémoire. Bah, buffer. Donc, disons au max 6000. 0. Et là, ce que je vais faire, c'est nul et nul. J'ai pas besoin de l'adresse du serveur. Et ça va faire l'affaire, d'accord? Juste après, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Printf, message reçu de la part du serveur, %s anti/n, pour dire, ça c'est le message. D'accord? Et on balance le buffer qui se défoule dedans. Et là, on est bien. C'est bon? Donc, on n'a rien changé à part tout simplement la réception. D'accord? Et on va supposer que le client il va récupérer la chaîne de caractères à partir d'un invite de commande et il va l'envoyer vers le serveur. C'est clair jusque-là ou bien non? Ça, c'est ce qui est demandé, je rappelle. Donc, le client va envoyer une chaîne, le serveur il va l'inverser, on n'a pas encore touché le serveur, et il va la renvoyer vers le client. Donc, du coup, le client doit attendre tout simplement l'envoi de la chaîne de caractères à partir du serveur et il pourra l'afficher par la suite. OK? Voilà. Donc, on compile le truc. Oh. Client Q8. Implicit declaration, machin, printf. C'est quoi le problème avec le printf cette fois-ci? Ah! J'ai écrit printf. Voilà. C'est normal qu'il va gagner. Voilà, ça marche. Donc, on lance, si c'est pas déjà lancé, je crois, ouais, c'est déjà lancé. Serveur echo Q8. Hand up. On nettoie un peu pour faire léger les choses. J'aime tout ça. Bon, on aura besoin en fait d'une fonction, oui ou non, qui va faire en sorte d'inverser les chaînes de caractères. Chat, str par exemple. Donc, int i, j, pour ne pas faire trop d'histoire, char, tmp, du coup, à la suite, for i égale à 0, j égale à str len de str, de la chaîne de caractères str, moins 1, i inférieur strictement à j, i plus j moins moins,
Je vais permuter, tout simplement. TMP reçoit STR de I. STR de I reçoit STR de J. Et STR de J reçoit TMP. Et on est bien. Voilà. Vu que le tableau, c'est un pointeur sur quelque chose, donc on peut dire que la chaîne de caractères, elle a été passée par adresse. Et du coup, tous ces changements-là, ils vont être maintenus en dehors de la fonction. Mais on a vérifié avec Shema auparavant, donc c'est aussi. Donc il suffit juste de communiquer la chaîne de caractères et il va tout simplement, ce bout de code-là, donc il va s'occuper de l'inversion. D'accord? Et c'est ce qu'on va vérifier ensemble d'ailleurs. Donc, là, qu'est-ce que nous avons? RECV, blablabla, machin, printf, port attaché, bah, tout ça, à la limite, on pourra maintenir ça. Pour le reste, on pourra le supprimer. Et on va faire quoi? On va faire str-inv de buffer. D'accord. Par la suite, on va envoyer, d'accord, Cinto, bah, pour faire vite, tout ça, il est présent ici à ce niveau-là. Il est où le Cinto? Voilà. Il suffit juste de changer en fait, ce truc-là. Size of buffer. Et on est bien. Ça va? Bon, on va voir si tout va bien réellement. Serveur echo Q8, machin pensé, moins haut. Serveur Q8. Normalement. Ah, flûte. C'est. Serveur echo Q8 pensé, moins haut. Serveur Q8. Ah. Voilà. Oh, d'accord. Verrouillage numérique, il ne marchait pas. Ok. On a notre serveur echo Q8, serveur Q8, un slash serveur Q8 avec le port 5000. On le lance. On va vers le client. Un slash client Q8 avec l'adresse IP, le numéro de port, un ZRT pour ne pas compliquer les choses. Voilà. Ouais. Et là, inversé. C'est bon? Et celui-là, bien sûr, donc il a terminé son exécution vu qu'il fait qu'un tic. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? مسيو كنت مضيع كنت عامل لي ريكابيتولاسيون شنو عملنا تو. كل نحاول نعمل ريكابيتولاسيون. دونك شدينا لو كود هذايا. لا شو بس اللي عملناها تو. معلش عليك وين ضاعت انت وين ضاعت؟ 9 كيسيون 9. في كيسيون 9 باهي نرجعوا توا لكيسيون 9. تطلب منك هو tout simplement باش انك تعمل un code relatif à un client et un code relatif à un serveur. Le client, il va envoyer une chaîne à inverser. Il va recevoir l'inversion. Voilà. Pour le serveur, il va recevoir la chaîne à inverser, il l'inverse et il la renvoie vers le client en question. Voilà. Mais, donc, qu'est-ce qui va changer par rapport au code que nous avons vu ensemble? Presque rien, à part qu'on a fait les clients et qu'on a le Cinto, باش نزيدو receiver franc. صحيح ولا؟
D'accord. Ça, c'est pour le client. Pour le serveur Echo, qu'est-ce qui va changer? Ben, il y a une petite chose qui va changer là. Auparavant, il recevait et il se cassait. D'accord, là, il va Oui. recevoir, il va faire un traitement qui est l'inversion et par la suite, il va renvoyer le résultat à l'appelant. Voilà. Voilà. Donc, on a préparé le traitement qui était STRIMV, celui-là. Cette portion de code فوقانية بكل اللي عملناها اللي هي الغول نتاعها شنو tout simplement c'est inverser les chaînes de caractères. Voilà, pas plus. واضح واضح. Merci. Donc, et du coup, donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement recevoir كيما كنا نعملو قبل, mais cette fois-ci, on va appeler la fonction strinv pour inverser et renvoyer le résultat de l'inversion à l'appelant. C'est qui l'appelant? C'est le mec qu'on a récupéré à travers le receiver from, avec le client ADDR et la longueur ADDR associée. C'est bon? واضح. Voilà. Donc, il ne reste qu'une question. Pratiquement aucun groupe ne l'a fait. C'est pas une priorité, mais quand même, on va le faire. On vous demande de transformer votre code de telle sorte que le serveur peut traiter plusieurs requêtes en même temps. question. Comment on va faire? question في هذه في الديس. Hmm. تو جينيرالمون شنو نستعملوا مالتي بروسيسنج ولا مالتي ثريدنج؟ On peut utiliser les deux. خاطر Mais في le بالي plus ملتي utilisé, ثريدنج c'est le multithreading. خاطر في بالي مالتي ثريدنج تعمل على بروسيسور على كور واحد مثلا فهمني Non, دونك c'est qui t'a dit ça à 100%? Est-ce qu'il est sûr? خاطر في بالي نورمالمون حسب خبرتي في البايثون ما نعرفش Hmm. المالتي ثريدنج معناها تقسم الطون على كل بروسيسور باش تعملها مثلا عندك 4 فونكسيونات كي Mhm. تعمل ثريدنج كله تخدم واحده وتسكت شويه ومن بعد تخدم Bon, الاخرى je وتسكت شويه. t'explique un truc. Il y a deux types au fait de threads. Enfin, ce qu'on appelle les user threads et ce qu'on appelle les kernel threads. Les kernel threads, ils sont ها considérés comme si c'était des process, mais des process qui sont légers et priorisés par le système. Les user threads, c'est ce dont tu es en train de parler. Voilà. فهمت واضح. Pour les user threads qui va tout simplement départager le temps, eh ben c'est le processus parce qu'ils ont leur propre ordonnanceur, leur propre API. Le process, il va réquisitionner en fait les ressources, espace mémoire, quantum, etc., temporel, et par la suite, il va les départager entre les différents threads. Voilà. معناها بوغ نامباكتي با البيرفورمانس معناها كل ما يكثروا لي كليون معناها نستعمل البروسيسنج خير مالتي بروسيسنج. Généralement, نخدموا بالزوج باش تبدا الامور واضحه فهمت. وعلاش على خاطر فات dans les technologies Intel ou d'ailleurs ça a été repris au fait par AMD. خاطر تولي tous ces concepts là s'ils ne sont pas appuyés par des concepts physiques matériels qui les rendent pertinents, c'est du blablabla. On est en train de vendre du blablabla. Voilà. Donc, هو الواقع actuellement, la technologie HT زادت عند l'Intel depuis un bon bout de temps, je crois, en 2002-2003. Et elle a été maintenue et reprise par la plupart en fait, de ceux qui sont en train de concevoir des processeurs, de réaliser des processeurs. Je t'aime le HT. Elle permet de lancer deux threads sur le même cœur en parallèle. Elle est نفس الكور. اي قاعد يخدم في deux threads en parallèle. هذاك اش قلت لك بكريكا خاطر في بالك يكسو ثريد اللود يزيد عليه الكور هذاك فهمت. Oui, bien sûr. احنا l'objectif نتاعنا شنو؟ ناكلوه ماكله الكور. عنده يعمل فاش قاعد يعمل هو خليه يخلص فلوسه. صحيح. فما فونتيلاتور وراه ما يخافش دونك عليه يخدم على روحه. كان فما واز دو شارج اون فا اون بروفيتي او ماكس. كان هذاك علاش خاطر كي عملت ريشيرش لقيت لي سيرفور يستعملوا بليزيور كور تلقى 128 كور مثلا في فوالا فما دي بروسيسور دي بروسيس كيما الكزينون مثلا نتاع الانتيل ولا ثريد ريبر نتاع اي ام دي هذيك خدمتهم فهمت. تلقى عنده درا قداش من كور وتلقى عنده دوبل باتري دو ريجستر وحاسيل مش كما السيرفور كيما ماشين عاديه. تحب نحكيو من بعد مي اون دور دو كادر دي. Donc, on revient vers la question 10. Notre objectif, c'est tout simplement lancer plusieurs requêtes en même temps. Donc, on pourra le faire soit à travers les threads, soit à travers les process. Là, je vais tout simplement utiliser les process. Ça ne va pas être très difficile, vous allez voir. Si je veux implémenter au fait un comportement process, qu'est-ce que je pourrais faire?
plutôt un comportement serveur, au niveau du serveur. Je pourrais tout simplement faire ce que je faisais dans le mode TCP. Qu'est-ce que je faisais dans le mode TCP? Hein? J'avais une boucle infinie, oui ou non? C'est pour contraindre le processeur, le serveur à boucler indéfiniment, à être disponible indéfiniment. D'accord? Donc, je pourrais faire ça. Pas de souci là-dessus. Première chose. D'accord? Et bien sûr, tout ça, il va être à l'intérieur. Bon. Bien. Donc, du coup, ici, notre serveur, si tout va bien, donc il va continuer à boucler à chaque fois, donc il va recevoir, envoyer la réponse, etc., etc. On va vérifier, une fois qu'on va recompiler la chose. Bon, je vais là où se trouve le serveur. La commande relative au serveur. Vidéo, GCC, serveur, tout le temps. Et je relance le serveur sur le port 5000. Voilà. Je vais lancer le client avec Azerty. Je vais lancer le client avec des A supplémentaires. Voilà, ça continue. Ça marche indéfiniment. D'accord? Il ne va pas se bloquer pour moi. D'accord? Mais on a encore un problème. C'est que si par exemple je vais lancer le client, deux clients en parallèle, ça risque de gêner le serveur. Donc l'un d'eux, donc il va être traité et l'autre, donc il va être largué. Pourquoi? Parce que le serveur, il est occupé à traiter le premier client. D'accord? Donc, pour éviter ça, il faudra utiliser ou adopter une approche multiprocess. Comment on va faire? Il faudra créer des process, il n'y a pas 36 000 solutions. D'accord? Donc, dès que on a reçu, au fait, une commande, d'accord? On a reçu une invocation à partir d'un client. Donc, vu que tout ça c'est du blablabla, je vais tout simplement le supprimer pour faire propre. Voilà. Ça c'est notre recevez from. Je vais lancer un process supplémentaire, un process fils. Voilà. À travers l'appel system fork qui va lancer des process fils clone par rapport au celui qui les a appelés. Et je vais vérifier. Si je suis le process fils, je vais tout simplement continuer à exécuter ça. Je vais traiter l'inversion moi-même et je vais renvoyer le résultat. D'accord? Si je ne suis pas le process fils, je suis le père, ben je continue à recevoir. D'accord? Donc, du coup, si on veut bien faire les choses proprement, comme d'hab, vu que là, il y a plusieurs requêtes à ce niveau-là, donc il faudra toujours nettoyer à chaque fois. Voilà. On fait un même set, par la suite on a OCV et c'est bon. Pour voir si il y a plusieurs process fils normalement qui sont en cours d'exécution, et qui sont en train de faire ce que normalement le père il aurait dû le faire en solo, on pourra voir ça à travers une petite commande bloquante telle que celle-là, commande sleep 30. D'accord? Voilà. Donc, voyons ce que ça donne ce truc-là. On lance le client. Plutôt, je commence par compiler, c'est mieux. Je vérifie si j'ai sauvegardé tout ça. Voilà. Je lance mon programme. Bien. Maintenant, tout simplement, elle est en mode receive from. Il est en train d'attendre. D'accord? Je vais lancer un client pour voir si ça marche. Un autre client. Si ça marche. Et un autre client. Si ça marche.
Alors là, je vais ajouter un autre terminal. Donc, PS3 pipe grep server. Regardez bien. Donc, la commande PS3, ce qu'elle est en train d'afficher, en fait, c'est ça. L'arborescence de tous les process de votre système. Avec les liens de parenté. D'accord? Si on examine un peu, en fait, un process assez particulier qui est le bash, normalement, je ne sais pas où est-ce qu'il est placé, le voilà. Donc ça, dès que tu trouves bash ou CSH ou ZCSH, donc ça c'est le terminal, d'accord? Donc le terminal, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a lancé le serveur Q8. Et ce serveur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé 3 process fils. Chacun pour traiter une requête. La requête, une requête faite du truc qu'on a envoyé. On a lancé 3 requêtes, on a eu 3 process. De cette façon-là, même si tu vas lancer 100 millions en fait, de requêtes, tu auras toutes les requêtes qui vont être traitées en parallèle, avec 100 millions de processus fils. Bien sûr, ça risque de déstabiliser ta machine. D'accord, il faut faire attention concernant ça. D'accord. Bon, si on peut bien faire les choses, normalement, PID, truc du genre, show PID, ah voilà, show PIDs. Donc, je vais refaire la même manip. J'ai lancé la commande à 4 reprises. Et là, je vais exécuter cette commande-là. Serveur, normalement c'est ça. Serveur ou serveur? Ah, serveur. Ouais, ok. Voilà, regardez bien. Donc, là, c'est une arborescence, bien sûr, multiniveau, parce que j'ai oublié quelque chose, qui est le excite. Et ça, c'est très dangereux. Ça risque de vous faire péter la machine. Donc là, il faudra mettre un excite 0, sinon, j'aurai un DDoS dans la machine virtuelle. C'est pas très méchant, mais c'est pas grave. Okay. Donc, voilà, donc c'est de cette façon-là, en fait, qu'on pourra implémenter, en fait, le parallélisme, donc, relatif au traitement des différentes requêtes. D'accord? Alors, il faudra que j'arrête, bien sûr, donc, ce serveur, et ainsi que tous ses fils, sinon ça risque qu'il y ait moins 9. 310 que 545. 310 545. 310 547. 310 549, je présume. Incrémente avec 2, je crois. Ouais. 310 606. 610. C'est sûr? Ouais, 606. Voilà. Quoi d'autre? 608, 10, 12. Et moins 9, 306, 6, 608, 08, 306, 306, 310. Ah, 310, 608, pardon. Ça risque de péter un autre process. 310, 608, 310, 610 et 310, 310, 612. Voilà. Donc, on relance la commande pour voir s'il y a d'autres traces. Ah, la liste est encore longue. Hein. « 5, 4, 5.
547 et 549. 310, 547, 310, 549. Voilà. Et... Pourquoi il ne veut pas s'arrêter celui-là? Bon, c'est pas grave. Bon, je vais le nettoyer par la suite, d'accord? Je vais arrêter la machine et je vais la redémarrer, ou bien donc je vais passer une par une, d'accord? Pour la terminer. Est-ce que c'est clair? Donc, ce que nous avons vu maintenant ensemble. Non, tout ça, c'est à cause d'un Excel que j'ai oublié d'écrire. D'accord? Donc, tous les processus maintenant, ils sont en train de jouer le rôle du process pair. Ils sont en train d'attendre, de faire un CV franc. Bref, donc, c'est la fiesta maintenant. Ok, donc, on va se contenter de ça pour le ça. D'accord? Donc, on va passer maintenant à la partie SOA. Architecture SOA. Monsieur, ايش بيك شيماء Oui, monsieur, juste باش نسألك حاجة. oui. Vas-y, نسمع فيك. monsieur باش نسأل عندنا examen TP système réparti. عندكم possiblement examen TP ولا mini projet. وفي الأغلب بيكون mini projet. Ok. Voilà. Ouais. Donc, on va aller vers la partie SEA. Alors, une petite remarque. En ce qui concerne le complex type et le simple type, c'est un truc qui est assez récurrent, qui se répète. D'accord? Les simple types, comme leur nom indique, c'est des types simples. Entier, float, date, machin, trucs ce genre-là, qui ne contiennent pas de balises. D'accord? Les complex types, bon, là, ça va être un peu plus compliqué comme ça leur nom indique. Et généralement, donc, c'est confondu à des types qui contiennent des balises. D'accord? Donc, pour faire les choses d'une manière simple, donc dès que vous avez des balises qui sont à l'intérieur de balises, donc là, vous pensez tout simplement au complex type. Dès qu'il y a des types plats à l'intérieur de balises, ben ce type-là, c'est un type simple. C'est clair? واضح ولا لا؟ واضح. واضح monsieur. J'espère يكون واضح pour une dernière fois خاطر السؤال هذا سمعته قرب 17 مرة. D'accord? J'aimerais bien que ça soit donc liquide une bonne fois pour toutes. Ben, donc nous nous sommes arrêtés lors de la dernière séance sur l'exercice 2. Nous l'avons terminé. D'accord? Et comment on peut faire développer donc ce schéma-là. Il y a plusieurs façons donc pour trouver donc une solution concernant cet exercice, parmi lesquelles ce que nous avons vu ensemble. Donc je vous ai fourni normalement deux solutions concernant l'exercice 2. Vous l'avez étudié normalement avec les trucs que vous avez vus avec moi, avec Madame Noreen. Et une autre donc avec ce qu'on appelle les substitution group, donc un truc supplémentaire qu'on n'a pas vu auparavant. Donc, si on veut examiner un peu la chose, donc, la deuxième solution, donc c'est très intéressant. On va terminer ça et on va enchaîner avec l'exercice 3. Donc, à titre de rappel, donc on vous demande tout simplement de définir le schéma XML relatif donc à ce fichier XML-là. D'accord? Livre de compte, valeur initiale, dépôt, retrait, retrait, dépôt, dépôt, retrait, retrait, dépôt. D'accord? Donc, c'est une série au fait d'opérations. On commence avec la valeur du compte initial et par la suite, on aura des opérations. Donc, chaque opération, donc, elle a au fait un contenu assez particulier avec des valises qui peuvent être omises ou qui peuvent être présentes. Donc, là, on va voir ensemble comment on va la schématiser avec la nouvelle solution. Donc, ça, c'est notre schéma XML. Le namespace de validation, c'est XML schema. Le namespace, au fait, qu'on va attribuer donc à ce schéma-là, ça va être bidule. Et ça va être le même nom que le target namespace qui va être généré une fois que ce schéma a été validé. Oui. زومين مش قاعدين نراها. Entre plus. لا نحاول معكم مش
voilà خدمت سبحان الله ما برالونتي voilà donc c'est que la dernière on en a plus besoin. Donc, nous avons donc le namespace there. On l'a vu ensemble, le cours de XMLNS ou target namespace, etc. Vous utilisez le même nom et vous allez tout simplement utiliser ce nom-là par la suite dans l'instance pour attacher le schéma à votre plutôt pour attacher et voilà, le schéma à votre instance. Bien. Donc là, ça c'est une solution assez originale. C'est différent de ce que vous avez vu auparavant. Donc, l'élément qui va englober tout le monde, c'est livre de compte. D'accord? Donc, c'est normal qu'on va définir cet élément-là. XS2.element name égale à livre de compte. Il est composé par quoi? Par quelque chose qui aura une valeur plate et des trucs qui peuvent changer. D'accord? Donc, du coup, ce n'est pas un seul élément, c'est un élément qui est simple. Donc, du coup, c'est un élément qui est complexe. XS de point complexe type. Composé par quoi? Par une séquence valeur initiale, que nous avons vue ici, celle-là. D'accord? Et une série d'opérations. Dépôt ou retrait. D'accord? Donc là, on va l'appeler, au fait, cette balise-là, cette balise invisible, liste de dépôt-retrait. D'accord? Et combien de fois donc elle peut se répéter? Donc, elle pourra être répétée donc autant de fois qu'on désire. Max occurs unbounded. D'accord? Donc ça, c'est votre livre de compte. En gros, c'est ça. Donc pour pouvoir avoir une définition claire, il faudra définir ça et ça. D'accord? C'est ce qu'on se propose juste après. À l'extérieur de l'élément livre-compte, on va déclarer tout simplement valeur initiale, d'accord, qui est de type décimal. C'est bon? Et là, ce qui est original par rapport à ce que vous avez étudié auparavant, c'est ça. C'est la propriété abstract. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Madame Norhen. Hein? Est-ce que vous l'avez vu? ليه ما شفناهاش مثال الابستراكت هي ما ذكرهاش. Ben, مش مشكلة محالة. راكم شفتوها معنا. D'accord. Donc, en ce qui ايش concerne تعمل هي؟ ريتك l'attribut هذاك يولي ماهوش فيزيبل في الشيما اكس ام ال. توا اسكو انا عندي توا في الفيشي فما باليز اسمها ليست درا شنو ديبو روتري ما فماش صحيح ولا لا؟ واضح. Mais vous allez voir ce que je vais faire d'elle qui يبدا هو un élément abstrait فما une utilisation خاصة به هو طيارة برشا. D'accord. اللي هي la suivante. Je peux le substituer كيما نحب. قولش عليك تعمل في التشويس. فهمت؟ تنجمو تخدمو بالتشويس تنجمو تخدمو بالسبستيوشن جروب كيما هذايا بالضبط. D'accord. Donc, j'ai dit que liste dépôt-retrait, donc c'est un élément qui est abstrait et il peut être substitué par la balise des dépôts ou la balise des retraits ou la quand on fait راسي balise أخرى et ainsi de suite. واضح الفكرة؟ مفهوم ولا؟ Donc, شو اللي يعمل XSD? Qu'est-ce qu'il va faire le XSD? Donc, dès qu'il trouve une balise qui a le substitution group qui a cette valeur-là, donc il va dire, pour faire la correspondance avec cet élément-là, je peux le remplacer par celui-là, ou celui-là, etc., etc. Voilà. Donc, حتى كان باش يلقى retrait ولا ديبو يعتبر تقولش عليه c'est une liste dépôt retrait. معناتها تقولش عليه هذه تعوض هذه وهذه تعوض هذه. D'accord? Voilà. Monsieur, Oui. نجمش نخدمها بالتشويس وكهو. لازم تخدمها بتشويس. نعطيكم plusieurs alternatives. مش حتى لا قدر الله quelqu'un en fait sa mémoire lui a joué des tours, donc il peut se débloquer avec une autre solution. Quoique le nombre de solutions fait le XSD il est assez restreint par rapport aux programmations بصفة عامة فهمتني. mais كل واحد ديما يدخل
avec un max d'outils خير من اللي يدخل بأوتي كان تذكر كان ما تذكروش ça y est, il a perdu la note. D'accord? Ok, merci. Voilà. Donc tu pouvais utiliser soit le choice, soit ça. Bien. Donc, pour le dépôt, donc il pourra être un candidat pour liste dépôt ou retrait, et son contenu c'est ça. Donc payeur, montant, date, qui vont être déclarés à la fin. Pour le retrait, il pourra remplacer liste dépôt retrait également. Et il va avoir donc les éléments suivants. Payeur, destinataire, donc soit payeur, soit destinataire, au moins 0 fois. Donc on peut avoir, tout comme on peut ne pas avoir, d'accord? Ce genre de valeur. On aura le montant, la date du virement ou de retrait, monsieur inscription, oui. بس حسب ما فهمت كان فهمت السبستيتيون يعني كي راه ليست ديبو روتري يا اما باش يحط لك البلوك نتاع الروتري يا اما باش يحط لك البلوك نتاع الديبو يا Exactement. اما شي فهمت يعني substituer. هكاك ريت بالفرنسي substituer واضحة تعوض. تعوض. واضح؟ Substitution group, je vais tout simplement substituer cet élément-là par celui-là, tout simplement avec source 2. D'accord? Voilà. واضح تو فهمت أكتر. Ben, donc, on enchaîne avec le retrait. On l'a déclaré. On a tous les attributs. On a de numéro au type. Type obligatoire qui est dans la première solution. Le numéro, il ne va pas changer par rapport à ce que nous avons vu. Et moi, la string, ça fait l'affaire. D'accord? Ben, pour le destinataire, type simple, xs2.string. Payeur, kiff, montant décimal, ou l'integer, ou la float, tout ce que vous voulez dire. Donc, date, donc, on pourra tout simplement la simplifier avec xs2.string ou la photo xs2.date qui met ça comme d'accord. Et pour la description, donc là, nous avons quoi? Donc, nous avons donc l'attribut qui est à l'intérieur du haut catégorie et l'utilisation théorique devra être donc de type string ou ncn name. D'accord? Voilà, donc ça c'est la solution relative à l'exercice 2. Donc, presque les types que nous avons vus ensemble dans la première solution de l'exercice 2, ça c'est une nouvelle solution qui utilise quoi? Qui utilise la substitution group ou l'abstract element. D'accord? Les éléments qui vont disparaître au profit de quoi? D'autres éléments qui vont les substituer. D'accord? D'accord? Des questions par rapport à l'exercice 2, on enchaîne avec l'exercice 3. Là, pas de nouvelles, bonne nouvelle. On enchaîne avec l'exercice 3. Donc, ça, c'est une instance de l'exercice 3. Normalement, nous avons en fait ce genre de fichier, bibliothèque avec des livres, d'accord? Chaque livre a un titre, un auteur, une référence. Bref, les règles de validation, elles sont dans le schéma DTD qui sont en haut. Une bibliothèque, elle peut avoir un ou plusieurs livres, au moins un livre. Un livre, il doit avoir un titre, un auteur, une référence. Pour le titre, c'est PC Data, auteur, c'est PC Data, et référence, c'est PC Data. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer, au fait, de générer un schéma XSD. Ça. Qui va tout simplement remplacer le fichier DTD. D'accord, واضحة؟ أي صفة صح. Bien, donc c'est juste le contenu là où il est né, juste un بدلته, d'accord? نحيت les règles de validation en DTD, donc on va les remplacer avec un schéma en XSD, d'accord? Ce schéma-là. TD2 SOA, XSD, exercice 3, schéma en XSD. D'accord? Donc, on aura une série de livres. Et cette série de livres, donc, elle devrait être donc incluse
dans la bibliothèque. Il faudra que le schéma il valide ce genre en fait de fichier XML. Bon, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il va contenir en fait ce schéma? On aura une bibliothèque xs2.element name égale à bibliothèque. D'accord le lien? T'as pas fait le lien? Essayons de le construire ايه ensemble. شاد complex type Voilà, في اللي- وسطه هو xs2.complextype. هكا ولا ليه؟ باهي شنو؟ مم. C'est une séquence. هكا ولا ليه؟ اي De un ou سيكونس plusieurs livres. Donc, اي لا x فيها séquence titre voilà max auteur. occurs تنجم تكون مثلا نجم نحط الماكس occurs هناك ولا في وسط الاليمون في حد ذاته ايديالمون نحطه في وسط الاليمون xs de point element اللي هو ليفر هكا ولا max occurs unbounded ينجم يتعاود قد ما 10 يحب مرات من occurs 1 اقل شيء لازم يظهر مره واضح خاطر لهنا كتذكروا في لينونسي بس هي مرتين هذا كي موجودين مرتين هاكي ليفر ليفر أما اقرا هو الفوق اقرا الفوق اقرا الفوق ركز 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 اقرا الفوق ليفر بلوس معناتها على القليلة مرة ولا أكثر. ليفر بلس خاطر الاكزومبل طلع لك الثلاثه راهو على القليله ثلاثه ذكرتوا باهي او موا لازمك تلقاها مره زيرو صفو فما فوق اوكي سي بون سا مارش واضح باهي دونك الليفر هذا دونك سي ان اليمون زاد في حد ذاته اللي هو دو تيب كومبلكس هكا كي فا كونتونير ان اليمون نومي اون سيكونس ديليمون اكس اس دو بوان كومبلكس تايب اللي فيها اكس اس دو بوان اليمون تيتر string xs de point élément auteur اللي هو string xs de point référence اللي هو strings d'accord voilà donc ça c'est la réponse à votre truc bon t'as fait ظهر هالبارتي هذه من بعد احنا باش نزيدوها في question 2 mais احنا اش قلنا عندنا xs de point element نعمل على بيبليوتيك هكا ولا complex type في séquence هكا ولا de quoi de livres واضح قداش مرة يظهر أقل شيء une fois minimum c'est une fois il doit apparaître maximum c'est unbounded donc c'est illimité c'est quoi un livre c'est un type complexe qui est composé par une séquence élément titre type string élément auteur type string élément ref type string ça quelle séquence ça quelle dernier code donc normalement on n'a pas parlé je crois fait question de l'attribut d'accord. Donc tout ça, on peut zapper. On peut dire que pour la première question, ça c'est là. Ça c'est le schéma qui va tout valider. D'accord? C'est bon? Voilà. Mais, ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, on vous demande d'ajouter obligatoirement un attribut pour définir un type pour le livre, qui peut être policier, science-fiction, aventure, historique, fantastique. Ça, c'est les 4 valeurs normalement qu'il peut prendre, ou les 5 valeurs, pas plus. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est pas une chaîne de caractères qui est quelconque. Ça, c'est une énumération, une liste de valeurs. Oui ou non? Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va ajouter un attribut à l'intérieur de l'élément, qui est le livre. Et dedans, donc, on va définir donc, un type issu de la chaîne de caractères, du type chaîne de caractères, il est simple type. D'accord? Et on va lui faire une restriction afin qu'il ne prenne pas n'importe quelle valeur de chaîne de caractères, mais ces valeurs-là uniquement. D'accord? Et le tour il est joué. Et ça va donner naissance à ça. Ça, c'est mon attribut. Donc, bon, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, ça, c'est mon attribut nommé catégorie. Il est obligatoire, donc là, je dois agir sur l'attribut use égale required, not implied. D'accord? Et là, ce que je vais faire, c'est ajouter donc le type relatif donc à cette catégorie qui est simple type, qui est une restriction de xs de point string qui va prendre les valeurs suivantes. Policier, science-fiction, et c'est bon.
Est-ce que ça va jusque-là? Là, on va s'amuser un peu avec ce fichier-là. On va voir s'il va être validé pour commencer. Il est valide. Bah, je vais lui ajouter ça. Avant même que j'effectue la compilation, elle m'a généré une erreur. Voilà. Là, elle m'a dit tout simplement la valeur fantastique of attribute catégorie, donc is not valid with respect of type, a non-type category, livre, bibliothèque, machin. Donc, it must be a value of the enumeration, et il va te lancer au fait l'énumération. D'accord? Donc, supposons par exemple que je vais mettre tout simplement un livre sans celui-là. Hop là, ça marche pas. Là, il va te dire tout simplement l'attribut il est required. D'accord? C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Ok. Oui, On va enchaîner avec le quatrième exercice, qui est le suivant. Donc, on va valider au fait des fichiers XML qui auront l'élément principal suivant, formation. Donc, une formation, elle va contenir une date, un titre, une société organisatrice et un programme. Donc, du coup, a priori, ça ne va pas être une chaîne de caractères. Évidemment, ça va être un complexe type. D'accord? Donc, le programme, donc, il est constitué de chapitres. L'élément date est un élément vide contenant en fait, les attributs éventuels jour, mois et année. Il devra être présent. Les éléments titre, société contiennent du texte libre, donc ils peuvent se défouler dedans. D'accord? Chaque chapitre il est identifié par un attribut précisant son numéro de chapitre. Donc celui-là, c'est un élément qui va être donc une séquence d'éléments nommés date, titre, société et programme. Tout ça, ce sont des éléments. Le programme, donc, c'est un complexe type également, un élément de type complexe qui va être composé par des chapitres, donc au moins un normalement. Donc, on doit avoir donc min occurs égale à 1 et le max occurs unbounded. D'accord? Et pour l'élément date, donc là, on n'aura pas à utiliser au fait le XS de point date. On doit impérativement utiliser des attributs éventuels qui sont le jour, le mois et l'année. D'accord? Bon. Les éléments titre, société, etc. Donc, ils vont contenir du texte libre. Et celui-là, il va être identifié par un attribut, c'est-à-dire donc use égale required par un numéro. Et on vous demande de créer tout simplement un fichier XML pour décrire donc, des séminaires de formation. Donc là, c'est pas trop compliqué. Si on veut respecter tout ça. Voilà, ça c'est un petit exemple. Non, on pourra supposer que celui-là, donc il valide le truc. Juste un instant, s'il vous plaît. Bien. Ça, c'est le titre, ça, c'est société, ça, c'est le programme avec le chapitre identificateur tata, etc. D'accord? Bon. Pour le schéma. Alors là, il y a des trucs qui sont assez originaux dans les schémas, donc on va laisser le plus compliqué à la fin. Donc, là, nous avons l'élément formation, qui est de type complexe, qui est une séquence de dates. Pour simplifier, donc j'ai utilisé donc le XS de point date pour tout simplement utiliser le string et mettre des attributs dedans, pas de souci là-dessus. Un string pour le titre, un string pour la société et pour le programme. Donc là, une séquence de chapitres, au moins un, au maximum, c'est illimité. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on aura en fait un contenu
comme on l'a vu au fait dans l'exemple ici, le simple content, machin, je crois qu'on l'a vu ensemble, non? Choice, c'est pas ça. Ah, le voilà. Un élément texte avec attribut. Simple content, extension, attribute. Donc là, j'ai utilisé au fait cet exemple-là pour le faire. D'accord? Donc, là, on a au fait à la fois donc, un type simple avec un attribut. Donc, du coup, on va faire un simple content. Le contenu de base, c'est string. On va lui ajouter tout simplement un attribut nommé identificateur. Cet identificateur, il est du type unsigned int, ou int, ou ce que vous voulez. Il est obligatoire. D'accord? Donc, en gros, c'est ça, normalement, le contenu qu'on devrait avoir. Mais ceci ne va pas garantir l'unicité. Il va te garantir au fait qu'il y a un champ nommé attribut, nommé identificateur, pardon, qui est de type attribut, qui est de type unsigned int, qui devrait être toujours là. Mais, qui te garantit que la valeur relative à l'identificateur là, elle est unique dans tout le fichier? Bah, personne ne garantit ça. Et si on veut garantir ça, il faudra ajouter un tag ou une balise, rien que pour ça. D'accord? Cette balise, ça s'appelle la balise unique. XS de point unique, c'est pour ajouter une contrainte d'unicité. D'accord? Tu dois spécifier le nom en fait de la contrainte et tu dois sélectionner quels sont en fait les éléments qui vont être sélectionnés pour l'unicité et l'attribut ou la balise ou ce que vous voulez donc relatif à l'élément qui devra être unique. D'accord? Donc, le XS de point selector, c'est pour sélectionner le champ d'unicité, il devra être où? Normalement, il devrait être à l'intérieur des chapitres. Au-delà des chapitres, ça ne nous intéresse plus. D'accord? Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faudra aller dans la balise programme, O de point programme. O, elle va faire référence à ça, à la racine. D'accord? O de point programme. Et à l'intérieur du programme, normalement, on devrait aller vers le chapitre. Slash O de point chapitre. D'accord? Slash le chapitre qui existe dans le même fichier. Donc là, on devrait garantir l'unicité à ce niveau-là. Et l'unicité, elle va être garantie par rapport à quoi? Par rapport à un attribut bien particulier. Donc là, il faudra le spécifier. C'est à travers l'opérateur xField, le champ d'unicité. Vous spécifiez la valeur xpath, vous mettez le at pour dire ça, c'est un identificateur. Vous mettez le nom de l'identificateur en question. Donc le nom de l'identificateur, c'est ça. Ben, si on va, supposons que je vais l'appeler ident. Donc là, il faudra le remplacer par ident à ce niveau-là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, normalement, tout devrait aller. On va essayer de voir donc, si le fichier est correct, le document est valide. On vérifie également si ce fichier-là a été validé par le schéma. Il est valide. Je vais m'amuser un peu. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il ne te laisse pas passer. Parce que la contrainte d'unicité n'est pas vérifiée. Tu balances n'importe quelle valeur, ça va passer. C'est bon? Allez, voilà. Donc, c'est ça, faites l'exercice 4. Oui, c'est bon, monsieur. Donc, il nous manque quoi dans l'exercice? Écrire le schéma XML. Donc, on l'a décrit petit à petit. Donc, les originalités par rapport à ce que nous avons vu ensemble, c'est ça. Le XS de point unique. D'accord? Et le simple content, on ne l'a jamais en fait utilisé dans les exercices, mais on l'a vu dans la partie cours, partie rappel du cours. D'accord? Si tu veux mixer un type primitif, un type simple avec un attribut, donc là, tu peux tout simplement utiliser en fait ce truc-là, complex type.
Donc, c'est le seul cas où on utilise au fait un complex type dans un élément normalement qui contient un type basique. Quand tu veux déclarer à la fois donc, le type de l'élément en question plus l'attribut. Donc là, ça devient complex type. Sinon, vous appliquez la règle que je vous ai donnée. S'il y a des balises, c'est complex type. S'il n'y a pas de balises, c'est simple type. Mais c'est aussi simple que ça. D'accord? C'est bon? Bilal, t'as enregistré, j'espère. أي مسيو ديجا قاعد يريكوردي بيلي. Ok, parfait. Donc, tu arrêtes l'enregistrement. Enfin, j'ai des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pour ceux qui sont arrivés en retard, je vous invite à voir donc, le recording que Bilal il a fait. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. D'accord? Merci à tous et à la prochaine.